Audration. En enfilant un nouveau bariolage, dans un transport électrique ou près d'un poêle à bois, vous écoutez Combat Futur, au pluriel, et de son commandement. Alors, une fois n'est pas coutume, l'on se rend au commissariat au sein du SIEC. Mais qu'est-ce ? Pour répondre, nous recevons monsieur Vincent Spagnolo, adjoint à la chef de division technique et innovation. Monsieur Spagnolo, bonjour. Bonjour. Alors, je ne peux vous mentir, je ne connaissais cet acronyme CIEC, et pourtant il semble que sa mission touche tous les militaires. Oui, alors le SIEC, c'est le Centre interarmé du soutien à équipement commissariat, donc a des missions bien spécifiques. Donc il est chargé d'équiper l'ensemble des forces armées, tant en métropole, à l'étranger qu'en outre-mer, pour équiper tous les militaires, pour leur permettre d'assurer leur mission en tout temps, en tout lieu. Alors ce que je revais aujourd'hui, mon uniforme, c'est un peu vous. Justement, donc le SIEC donc assure le soutien des forces armées dans 3 domaines principaux, donc l'habillement, le matériel de vie en campagne, qui permet donc aux combattants de vivre sur le terrain, et au niveau des vivres opérationnels, qui sont donc les rations de combat, qui permet de nourrir le combattant lorsque la restauration collective n'est pas possible, ou lorsque c'est un engagement en premier sur le théâtre. Alors quelles autres missions encore vous sont dévolues ? Alors les missions globalement consistent donc à définir, prendre en compte le besoin et concevoir tous les produits d'habillement, d'hébergement, d'alimentation, d'hygiène sur le terrain. Tout ça découle d'une prise en compte du besoin des armées. Nous sommes en relation permanente avec les états-majors, les 3 états-majors d'armée, voire également les services interarmés, les directions des services interarmés. Ensuite, dès que le besoin est recueilli, on va établir la programmation financière du besoin. Puis là, ça va être notre rôle, notre cœur de métier au niveau technique, c'est de spécifier le besoin en termes de normes, en termes de dessin technique, de valeurs pour établir des cahiers des charges. Ces cahiers des charges vont permettre de lancer des appels d'offres. Dès lors que l'appel d'offres sera notifié à des candidats, à des fournisseurs, on va assurer le contrôle qualité des effets, des produits, des matériels, contrôle qualité final à la fin de la fabrication. Puis il y aura une conduite de la manœuvre logistique jusqu'à la délivrance auprès des forces et du combattant. Et bien sûr, une fois que les matériels sont en place, il y a tout un process de maintien en condition opérationnelle des équipements et des matériels pour s'assurer que le matériel fonctionne correctement et pour maintenir l'opérationnel dans les matériels. Alors vous me parlez dessin technique, alimentaire. C'est quoi le profil de ceux qui servent dans votre centre ? Alors, nous, dans le centre, nous avons des gens très spécialisés, donc un personnel qui détient une expertise unique dans la défense. Ce sont des gens qui sont ingénieurs, techniciens, logisticiens, approvisionneurs, responsables produits, financiers, informaticiens, etc. En fait, tous les métiers qui concourent au soutien du combattant. Il y a ce sont des domaines de haute technicité, notamment dans ce qui est protection balistique, agronomie, tout ce qui est nucléaire, bactériologique et chimique, donc c'est des tenues de protection. Et on a des profils qui sont très spécifiques. Très atypiques. Très atypiques, notamment des gens qui ont un savoir-faire très particulier, tels que d'anciens maîtres ouvriers, maîtres tailleurs, maîtres bottiers, et également des spécialistes de l'habillement qui sont de type modéliste, patronnier, gradeur, et qui sont capables de créer un vêtement à partir d'une toile, à partir de mesures, et de faire tout le processus de fabrication du vêtement jusqu'à réaliser le modèle concrètement pour faire essayer
aux états-majors, enfin aux personnes qui ont demandé l'article. Donc tous ces modèles sont destinés à être expérimentés sur le terrain, donc par des organismes, la section technique de l'armée de terre, le centre d'expérience aérien militaire pour l'armée de l'air, et également au niveau de la marine. Et voilà, donc nous réalisons tous les prototypes en fonction des demandes des états-majors. Donc ces gens ont vraiment une expertise unique, à la fois, donc, je parlais de l'habillement, mais c'est également vrai dans les rations de combat et dans le matériel de campagne. Tous les personnels disposent donc des compétences techniques très particulières et recherchées. Elles sont également recherchées dans le privé, dans le civil. Et donc ça permet d'apporter aux forces armées, aux combattants, un niveau technique et une qualité des produits très élevée. Alors beaucoup de civils qui travaillent au profit des forces, j'imagine que vous avez une méthode de travail peut-être assez particulière. Oui, alors effectivement, dès l'instant où on a pris en compte le besoin, nous avons par exemple, prenons l'exemple de l'habillement que je connais bien, donc nous prenons en compte le souhait des utilisateurs et en fonction des contraintes, de la destination du produit. Et ensuite on va construire un prototype en fonction des orientations qui nous ont été données, donc en relation avec les utilisateurs. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant. Qui sont vos clients? Alors nos clients, en fait, ce sont les trois armées. Ce sont les militaires des trois armées et des services interarmées. Et les clients, donc, ce sont les militaires donc sur le terrain, et leur besoin va être centralisé par les états-majors, hein, bien sûr. Et ce besoin, il nous arrive par le biais d'une fiche d'expression de besoin, donc que l'on va exploiter, et ensuite on va rendre notre proposition, notre solution technique, en fonction des impératifs et des spécifications qui nous auront été données. Donc cette fiche d'expression de besoin. Fiche d'expression de besoin. Ensuite, nous répondons à cette fiche d'expression de besoin par un prototype ou par un produit qui peut correspondre. Bien souvent, ça demande un développement, puisque ce sont des articles très particuliers, et donc ça nécessite un développement avec construction du produit, construction du patronage, c'est-à-dire le plan de l'article, ensuite montage de l'article, à la machine à coudre. Nous avons donc au sein du SIEC un atelier de prototypes avec des spécialistes et des couturières qui nous permettent d'assembler les vêtements et de les faire tester par les différents organismes que j'ai cités. Et ces organismes ensuite nous rendent un avis sur le prototype. Il arrive que ce prototype, en fait, il y ait des modifications à apporter. Donc c'est pas un souci, on modifie et on représente les protos jusqu'à temps que l'utilisateur client soit satisfait. Alors ensuite, ce sont des produits qui sont destinés quand même à l'échelle d'une armée ou des armées. Alors comment vous allez faire pour choisir des fournisseurs? Alors c'est là que le travail commence de façon très précise, notamment et surtout dans le cadre du Code des marchés publics, puisque là nous allons devoir lancer un appel d'offres. Donc pour cela, nous nous appuyons sur la plateforme commissariat de Rambouillet, donc qui est l'entité d'achat en fait pour les produits d'habillement, le matériel de campagne et les vivres opérationnels, les rations de combat. Et donc nous, à notre niveau spécialiste, nous allons établir des spécifications techniques qui vont entrer dans le cadre du cahier des clauses techniques particulières, donc qui va devenir contractuel dès l'instant où on va lancer l'appel d'offres. Ensuite, l'appel d'offres va donner lieu à un marché. Des candidats vont répondre à l'appel d'offres, des industriels, donc les PME, les PMI. En fait, on s'appuie sur un réseau de 150 fournisseurs à peu près dans ces trois domaines, hein. Mais par exemple, pour reprendre l'habillement, il y en a à peu près 87 dans l'habillement qui vont déposer un échantillon, puisque nous demandons des échantillons du produit qui est inscrit à l'achat
Cet échantillon, on va le coter, c'est-à-dire qu'on va l'examiner sous toutes les coutures, c'est le cas de le dire. Ensuite, nous allons rendre une cotation, une note technique. Ensuite, un marché va être attribué en fonction du rapport qualité-prix. Il y a d'autres critères, bien sûr, qui rentrent en ligne de compte, des critères environnementaux, des critères de délai. Dès l'instant où le titulaire du marché, donc le fournisseur, qui va être notifié du marché, va être attributaire du marché, à partir de ce moment-là, on va lui demander des têtes de série qui vont en fait préfigurer sa fabrication. Ces têtes de série vont nous être présentées, nous allons les examiner, et dès l'instant où ces produits sont conformes, on l'autorise à lancer la fabrication. À ce moment-là, on se rend en usine au début de la production pour contrôler les premières pièces. Alors pourquoi on n'attend pas le contrôle qualité final ? Parce qu'en fait, ce ne serait pas un avantage à la fois pour le fournisseur et pour le SIEC et surtout pour le combattant. Parce que imaginons qu'on ait 40 000 pantalons de combat qui présentent un problème. Au final, même si en réception finale on va mettre une réfaction sur le prix, une pénalité, eh bien l'utilisateur n'aura pas un produit conforme. Donc ça va créer un litige. Le fournisseur va être pénalisé et en fait le SIEC et les utilisateurs vont être pénalisés puisqu'ils n'auront pas un produit conforme. Donc c'est pour ça que on va sur place et on regarde les premiers produits qui sortent de chaîne et on fait les corrections qui s'imposent, ce qui permet de garantir une grande série sans défaut majeur. Il y a toujours des petits défauts. Tout n'est pas toujours un long fleuve tranquille avec les prestataires ? Non, parce que sur des grandes séries, il peut y avoir, alors notamment dans la confection, dans les chaînes d'habillement, c'est le facteur humain. Donc il peut y avoir des petits ajustements qui n'ont pas été réglés, ou des petits oublis, ou une dérive dans le process, ça peut arriver. Donc parfois, ça nous arrive lorsqu'on est en réception finale, c'est-à-dire qu'on se rend en usine et là, la démarche est différente du lancement de fabrication, où là, on choisit des emballages et des produits au hasard selon une norme et on va examiner donc les produits. Et en fonction du niveau de qualité et du grade de qualité des produits, on va être amené soit à accepter la marchandise, soit à rejeter la fourniture, soit à mettre une réfaction sur le prix du marché. Et parfois, ça peut être tendu parce que, notamment sur un lot par exemple de 10 000 chemises blanches ou de parquets intempéries bariolés, si vous avez des défauts qui sont préjudiciables au porté, donc pour les chemises blanches notamment, il m'est arrivé de voir un lot de chemises blanches avec des cols qui étaient décalés par rapport au devant, des cloques sur le col, des choses comme ça. Donc là, bien sûr, c'est soit on rejette le lot, soit on ajourne le lot pour le faire réparer quand c'est réparable. Et dès l'instant où on commence à prendre notre décision et à dire que le lot ne sera pas accepté, le directeur technique de l'entreprise commence un petit peu à se raidir et l'ambiance est moins cordiale qu'à l'arrivée dans l'usine. Voilà, donc c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et l'agent et le spécialiste, le technicien qui va en usine, est amené à prendre des décisions qui ne sont pas faciles, mais pour le bien du produit final et pour qu'on ait des produits conformes. En fait, notre leitmotiv, c'est d'avoir un produit conforme et de s'assurer que tout ce qui rentre dans les établissements de stockage est conforme et que le combattant sera doté de produits avec un grade de qualité le meilleur possible et en conformité avec ce qui a été demandé. D'autant plus que vos contrats s'échelonnent quand même jusqu'à des sommes assez importantes.
Oui, alors, mais il peut y avoir des contrats de quelques centaines d'euros, des bons de commande de quelques milliers d'euros, jusqu'effectivement à des marchés de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, hein, suivant la fourniture. Euh, pour des grandes séries de matériel ou des petites séries de matériel de campagne, des grandes séries de gilets pare-balles, effectivement, on atteint des millions d'euros. Alors justement, quelles sont les dernières innovations qui arrivent aux troupes? Alors, au niveau des innovations, alors tout d'abord, je pense il faut noter que l'innovation est consubstantielle à la démarche du siècle, notamment à chaque fois qu'on relance un appel d'offres, hein, sur un produit. Même si ce n'est pas une innovation, on va quand même prendre en compte les dernières nouveautés, les dernières améliorations sur les composants, sur les produits. Mais au-delà de ça, on mène une démarche innovation sur des nouveaux produits qui permettent donc d'améliorer la protection du combattant. Donc j'en veux pour preuve, hein, le programme GEMOS, hein, qui est un système de capteur de choc qu'on va donc poser sur des plaques pare-balles qui entrent dans la composition du gilet pare-balles du combattant. Et donc ces capteurs de choc vont permettre au combattant de lui donner une indication par un petit point lumineux, un petit point rouge ou vert, donc une signalétique de couleur. Et ça va lui permettre en tout point, en tout lieu, de constater si sa plaque est opérationnelle ou pas. Donc ça, c'est un programme qui est en cours et qui a donné lieu à un marché. Donc c'est une innovation concrète et qui va équiper les plaques pare-balles, des gilets. Plaques pare-balles parce que en fait, ces plaques sont en céramique et la céramique est très fragile. Donc il faut qu'on s'assure que la plaque n'a pas subi de choc qui pourrait dégrader ses propriétés. Également, dans le domaine de la protection balistique, on étudie actuellement un système de protection avec un matelas d'air qui se met sous le gilet pare-balles et qui va diminuer l'effet arrière des munitions. Lorsque un gilet pare-balles est impacté par une munition perforante notamment, donc vous avez quand même des munitions très très véloces, et vous avez donc un cône de cavitation et une onde de choc dans le corps humain. Et donc on cherche au maximum à réduire cette onde de choc. Donc ça, c'est le RXR Protect est un produit innovateur qui permet de réduire ce traumatisme arrière dans le corps humain. On a également une démarche qu'on poursuit et qu'on lance de façon majeure, qui est donc l'adaptation des articles au personnel féminin, à la morphologie du personnel féminin, parce que jusqu'à présent, de nombreux articles sont mixtes, mais on s'aperçoit que ce n'est pas optimal en termes de confort et d'ergonomie pour le personnel féminin, notamment dans le cadre des combinaisons. Donc c'est un vêtement en une pièce, dans le cadre d'autres vêtements qui sont opérationnels. Et à ce titre-là, donc il y a des techniques, même si l'article est unisexe, il y a des techniques dans la construction du vêtement et dans le patronage qui permettent donc d'apporter des points d'ergonomie pour le personnel féminin. Alors dites-moi, je crois qu'il y a des nouveautés sur les rations de combat aussi? Oui, alors actuellement nous avons donc 14 menus de rations de combat, dont 7 menus sans porc et 7 menus avec porc. Et l'innovation actuellement, donc, qui va sortir en 2026, ce sont des menus végétariens, et donc à base de légumineuses, donc qui seront destinés donc, aux gens qui choisissent ce type de menu. Alors je crois que vous vous occupez aussi du matériel. Quelles sont les nouveautés dans ce domaine? Alors au niveau du matériel de vie en campagne, donc est à l'étude et en développement actuellement un module pour soutenir 100 hommes sur le terrain, et également une tente grand froid pour un groupe de combat d'environ 10 hommes. Alors, vous me parliez tout à l'heure des porte-plaques. Ils sont de plus en plus modulaires. Vous travaillez avec qui pour savoir quel est l'équipement qui convient? Alors, les équipements balistiques sont donc testés par la section technique de l'armée de terre. Et également, pour l'aspect protection et performance du gilet, nous faisons appel à notre laboratoire du commissariat des armées, qui est situé à Angers avec les locats d'Angers. Et donc ce laboratoire va faire des tests physiques sur les gilets pare-balles. Donc c'est-à-dire qu'il va tirer
sur les gilets avec les munitions qu'on rencontre sur les théâtres d'opération. Et donc ça permet de s'assurer que le gilet proposé par les candidats dans le cadre de l'appel d'offres ou l'industriel, le titulaire du marché dans le cadre d'un marché, donc est conforme aux spécifications et protège bien le combattant. Alors, sans dévoiler de secret, que l'avenir nous réserve-t-il en matière d'équipement ? Alors, en matière d'équipement, donc nous avons un projet majeur au niveau du MCO, du maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire du contrôle de tous les équipements de protection balistique, gilets pare-balles, porte-plaques, tenue des mineurs également. Et donc c'est ce projet d'envergure pour le SIEC en particulier, mais pour le SCA en général, donc consiste à automatiser le contrôle des plaques pare-balles et des éléments souples des gilets par un système automatique. Qui actuellement, donc ces contrôles sont actuellement réalisés de façon manuelle au sein de l'entrepôt logistique du commissariat des armées de Marseille. C'est le pôle national d'expertise balistique qui s'occupe de contrôler les articles de protection, mais c'est du manuel. Et notamment, les plaques pare-balles sont contrôlées avec des rayons X. Mais c'est l'utilisateur qui prend la décision au vu de la radiographie. Donc ce procédé-là n'est pas optimal et il ne permet pas une cadence très importante. Donc là, le projet de chaîne automatique va permettre de monter en puissance sur le contrôle des éléments balistiques. Et donc c'est un projet majeur qui donc pourrait équiper même deux entrepôts. Donc l'entrepôt de l'ELOCA de Brétigny-sur-Orge, l'entrepôt logistique du commissariat des armées de Brétigny-sur-Orge. Et donc le but, c'est de mettre des chaînes automatiques qui permettent de contrôler à la fois les plaques pare-balles, les packs souples et également les casques balistiques. Puisqu'actuellement, on n'a pas de moyens non destructifs de contrôler les casques balistiques. Merci Vincent Spagnolo du Centre interarmé du soutien équipement du commissariat d'avoir déroulé le fil de ce qui fait le tissu conception et innovation des fournitures nécessaires à la vie, en campagne ou à la ville de nos armées. C'était Combat Futur, la balado-diffusion du CCF qui procure les munitions qui alimentent les discussions. Bonjour chez vous.